Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré au Web3. Bonjour Valentin, Salut Benjamin. ravi de te rencontrer et puis Avec de plaisir. pouvoir faire ce petit webinaire avec toi. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet alors qui paraît peut-être lointain pour certains, pour d'autres en charge de ces projets-là, on y est peut-être déjà. On n'est pas dans demain, on est déjà dans aujourd'hui. Donc on va pouvoir aborder qu'est-ce que le Web3, aborder les notions de métaverse, de NFT, etc. Et puis faire un petit récap, une petite surcouche RGPD, puisqu'on est là aussi pour parler de cette matière passionnante. Je parle à ceux qui la connaissent bien. Valentin, je te laisse te présenter, je t'en prie. Ok. Alors moi du coup donc Valentin Vorio, moi je fais du copywriting pour les entreprises du Web3 depuis 1 an et demi. Donc en quelques phrases, mon travail en fait c'est de les accompagner dans la création de contenu de vente. Donc tout ce qui va être page de vente, séquence email. Mhm. Et moi ma métrique c'est le taux de conversion. Donc mon objectif c'est de les aider à faire plus de ventes. Et quand je dis entreprise Web3, c'est toute entreprise, je vais y arriver. Les entreprises du métaverse, crypto, NFT, etc. Et les grandes marques aussi qui souhaitent se lancer là-dedans. Moi, je suis pas sur ce créneau-là. Là, c'est Ok. plus des agences. Ouais, Parce que c'est ça. les grandes marques vont travailler plus avec des plus grosses équipes. Et moi, je suis Toujours indépendant. Ok, ouais, très bien. Donc tout un aspect de sensibilisation aussi et de découverte. Pas mal de Du sujet. vulgarisation, Vulgarisation. parce que des fois, on s'adresse à des audiences qui ne connaissent pas trop cet écosystème. Ouais. Et surtout de la vente. Évidemment. Très bien. Eh bien, ravi, Valentin, de t'accueillir dans ce webinaire. Je m'appelle Benjamin et du coup, je suis consultant RGPD chez Wittic. J'ai eu l'occasion de travailler pendant 3 ans chez différents clients. Maintenant, je suis plus côté plateforme RGPD qu'on aura l'occasion de vous montrer dans le cadre de cette petite démonstration de la plateforme Wittic. Et c'est un plaisir de pouvoir animer ce webinaire avec toi, Valentin. Plaisir partagé. Aujourd'hui, on parle de Web3, on parle de métaverse, on parle de NFT. C'est toutes des notions assez différentes qui sont liées, mais pas forcément. Le but, dans un premier temps, c'est qu'on définisse un petit peu ces notions-là, qu'on les démystifie, entre guillemets, pour comprendre bien correctement de quoi on parle, et puis aussi voir des applications concrètes dans la vie de tous les jours, ou même dans des projets business. Donc, je t'en prie, Valentin. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Web3, Valentin? Ok. Alors déjà, pour commencer, on entend pas mal de fantasmes. Il y a pas mal de fantasmes autour de tout cet écosystème. On Ouais. entend dans les médias les C'est termes crypto, NFT, métaverse, mais en fait, on les entend pas de la bonne façon parce que les gros titres, quand on va parler Web3, ça va surtout être les arnaques, ça Ouais. va être ou la capitalisation du marché. Ouais. Par exemple, quand le Bitcoin gagne une grosse capitalisation ou à l'inverse qu'il en perd, on va en parler. Sauf qu'en fait, ce qui se passe réellement, au-delà de ces gros titres un peu aguicheurs, c'est une révolution technologique de fond en fait. Donc, qu'est-ce que le Web3? En fait, c'est la révolution du transfert de valeur par Internet. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu d'histoire. Si on reprend les débuts d'Internet, donc tout ce qui est fin des années 80, début des années 90, jusqu'aux années 2005, on est dans ce qu'on va appeler le Web 1. Donc là, le Web 1, c'est l'Internet consultatif. Statique. Exactement, statique. Okay. On va juste consulter de l'information. Donc, par exemple, je vais aller sur le site Météo France, je vais regarder la météo qui fait demain. C'est un peu un Minitel amélioré. Après les années 2005, on a l'arrivée des réseaux sociaux qu'on utilise tous. Et là, en fait, au lieu de simplement lire, on peut lire et écrire sur Internet. Et poster. Donc, en fait, il y a un vrai, exactement, il y a un vrai échange d'informations. Donc c'est là, voilà, on a Facebook, on a Instagram, YouTube, etc. Qu'on utilise au quotidien. Et là, aujourd'hui, on vit un peu un point d'inflexion parce qu'on est en train de passer dans ce qu'on appelle le Web 3. Donc là, Internet nous permet plus seulement de lire, d'écrire, mais aussi de posséder. C'est ça. C'est-à-dire que technologiquement, on a des solutions pour pouvoir gérer de la valeur sur Internet. C'est ça. Ce qui avant, en fait, n'était pas possible. Je vais prendre un exemple. Quand tu es propriétaire, tu as ton contrat ton contrat de propriété. Droit de propriété. En fait, si tu l'as sur ton ordinateur, c'est un PDF. C'est vrai. Et en fait, ce PDF, il peut être dupliqué. Et donc, du coup, tu n'as pas vraiment cette notion de valeur. Si moi, je m'infile dans ton ordinateur, je te la prends, je me fais passer pour toi. Et il n'y a pas de certification, d'authentification. En termes de sécurité, ça peut être compliqué. Exactement, il n'y a pas de sécurité. Et en fait, le principe du digital, c'est que tout est duplicable. Sauf que dans la vraie vie, rien n'est duplicable. Tout a un coût, à part peut-être l'oxygène qu'on respire qui est en quantité infinie. Mais sinon, tout a un coût. Et du coup, la rareté, la valeur vient de la rareté. Ce qui n'existait pas encore aujourd'hui. Voilà. Et donc, technologiquement, on a cette solution qui permet de créer de la rareté, de l'unicité de la valeur. Et donc, pour reprendre l'exemple du titre de propriété de ton appartement, si toi, tu l'as, sous forme de NFT, de contrat digital, donc technologiquement permis par le Web3, moi, je ne peux pas l'avoir. Et si demain, tu me vends ton appartement, tu vas me vendre aussi ce contrat. Et si je l'aime, toi, tu ne peux plus l'avoir.
comme dans la vraie vie. Tu vois. Mmh. Si moi je te donne ma montre, c'est toi qui l'as, et pas l'inverse. Okay. Donc voilà, le Web3, ça permet vraiment de créer de la rareté et donc de la valeur d'un point de vue technologique. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est tout le sujet autour de la technologie de la blockchain qui permet ça, pour le coup, qui est une techno et une dématérialisation possible, les NFT notamment. Exactement. Donc voilà, ça c'est juste une partie, une partie. des briques de cet énorme océan qui est Bien en sûr. train de se créer. Ouais, d'accord. Mais voilà. Du coup, alors, comme je disais, c'est technologique, donc il y a beaucoup de. C'est complexe, il y a derrière des choses techniques à comprendre. On va pas parler de ça aujourd'hui. Moi, je vais te parler de 3 cas d'usage qui permettent de bien cerner un peu une partie de ce qui se passe en tout cas. La première, c'est la révolution financière qui est en train d'émerger en ce moment. Voilà, ça fait une petite dizaine d'années qu'on commence à la voir arriver progressivement, mais elle est permise par tout ce qui est crypto-monnaie et finances décentralisées. Et en fait, ça va totalement changer la manière dont on interagit avec l'argent. Aujourd'hui, l'argent, concrètement, c'est quoi? C'est un système perpétué par des acteurs centralisés, des banques centrales, des banques de détail, des banques d'investissement. Et en fait, le système fonctionne grâce à ça. Si demain, toi, tu veux faire un prêt ou tu veux ouvrir un compte en banque, tu vas voir la Société Générale qui va te permettre de faire des actions. Quand tu fais un virement, pareil, tu passes par la Société Générale. C'est intermédiaire. Exactement. Tu as ces intermédiaires centralisés, ces institutions qui gèrent ça. En fait, là, ces technologies, elles te permettent de faire fi de tous ces organes pour en fait avoir les mêmes services que des banques, mais de manière totalement décentralisée. C'est ça. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir d'organisme central à qui tu vas demander l'approbation ou par qui tu vas passer. Donc, je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, tu es une entreprise, tu as des filiales à l'étranger, tu veux faire des virements, parce que forcément, voilà, il y a beaucoup de mouvements de fonds. Aujourd'hui, comment ça se passe? Tu vas utiliser le protocole de virement international SWIFT. SWIFT, on en a beaucoup parlé là avec la Russie, on a un peu pris conscience de ce que c'était. SWIFT, il faut savoir que c'est plusieurs jours de délai. C'est-à-dire que tu vas envoyer, imagine tu as une filiale à l'étranger, tu vas envoyer $1 million. Ça va te prendre plusieurs jours, 2-3 jours. L'argent peut être perdu. C'est assez fréquent, parce que comme du coup, c'est différents intermédiaires centralisés qui se parlent, il y a des pertes. Donc après, c'est compliqué pour retrouver son argent. Ça coûte cher. Bon là, c'est environ des dizaines, c'est 40-50 euros. Bon, 40 euros quand on envoie 1 million, tu t'en fiches. Oui, c'est sûr. Quand on envoie 100 euros, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, on a des frais qui sont super élevés, c'est très long. La finance décentralisée, les crypto-monnaies, donc issues du Web3, te permettent de faire tous ces mouvements-là de fonds de manière extrêmement rapide. On parle de quelques secondes, extrêmement peu coûteux en fonction des blockchains que tu utilises, et totalement direct. C'est-à-dire que c'est pas le compte de ta Société Générale qui va envoyer à Goldman Sachs aux États-Unis. Non, c'est juste si moi je t'envoie de l'argent, c'est de pair à pair. D'un portefeuille, d'un wallet à un autre. Exactement. Donc voilà, pour cette première partie un peu plus corporate sur la finance décentralisée, mais on a aussi la logique de bancarisation. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 1,7 milliard de personnes qui ne sont pas bancarisées. Pourquoi? Parce que soit elles sont trop pauvres, soit elles n'ont pas d'identité. C'est aussi un problème qu'il y a dans pas mal de régions du monde. Et donc, impossible d'avoir un compte en banque, impossible de faire de l'épargne, d'emprunter, etc. Et donc, la finance décentralisée, en fait, te permet d'offrir les services bancaires à tous ces gens-là. Et là, tu as beaucoup d'applications qui sont en train de se créer en plus de ça pour rendre ça encore plus simple, plus facile, etc. Donc voilà, on a vraiment tout un enjeu d'inclusion financière et de fluidification des flux, les facilités. Et tu prenais l'exemple de l'entreprise, effectivement, pouvoir gagner du temps. Voilà. Et sous certaines manières, des frais aussi. Exactement. Donc voilà, donc pour un peu un petit aperçu de cette révolution financière qui est en train d'arriver. Je finis là-dessus. En fait, en France, on s'en rend pas trop compte parce que nous, on a un système financier et monétaire qui marche quand même bien, globalement. On n'a pas de problème d'accès aux banques. Mais dans d'autres régions du monde, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet et c'est vraiment c'est pas du prospectif. C'est en train d'être utilisé en ce moment. 30% de holders de crypto en Argentine. En Afrique, pareil, ça se développe beaucoup aussi. D'accord. Donc voilà. Il y a une vraie utilité. C'est pas de la spéculation comme ici. Oui, en fait, c'est ça. C'est que, à la limite, si on prend des exemples que de la France aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculation. Or, il y a d'autres utilisations dans d'autres pays et qui sont, pour le coup, liées à une généralisation de l'accès aux services bancaires. J'ai besoin d'accéder à des services bancaires que je ne pourrais pas accéder dans le temps normal. Je peux le faire à travers le. Exactement. Et petite anecdote, après on passe à la révolution immobilière. J'ai un contact qui était sur un salon là, en Afrique qui a rencontré un jeune entrepreneur, c'est nigérian, je crois, il me semble, qui lui, du coup, il vient d'un petit village pas du tout inclus
financièrement, etc. Et en fait, il était ultra reconnaissant de pouvoir utiliser Bitcoin. Comme ça, il a pu monter un petit business de vente de t-shirts qui lui permettait de vendre à l'étranger en dollars. Et du coup, qui lui avait permis en fait, de s'en sortir et de créer un business. Alors que sans ça, impossible, la monnaie, elle dévalue trop, tu ne peux pas envoyer des dollars, ou c'est impossible. Donc ça lui a permis de monter son business, et des exemples comme ça, il y en a plein. Ouais, d'accord. On pourrait parler du sujet pendant des heures. Deuxième facette maintenant, deuxième cas d'usage. Lui, je l'aime bien, même si c'est moins développé encore que la partie financière, mais je l'aime bien parce que la pierre, ça parle à tout le monde. Tout le monde a un appartement, tout le monde a envie un jour d'être propriétaire ou a envie d'être propriétaire. Tu prenais l'exemple du titre de propriété, ça parle très bien. Exactement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est un marché assez compliqué, c'est illiquide, parce que quand vous voulez acheter un appartement, il faut l'acheter en entier. Pour le revendre, il faut trouver l'acquéreur qui veut vraiment l'appartement. Il y a beaucoup de frais de notaire. Donc c'est assez illiquide comme investissement. Si demain vous voulez récupérer votre argent, bonne chance, ou alors il va falloir le brader. Et deuxièmement, en fait, c'est une industrie de middlemen. Il y a beaucoup de frais de transaction. C'est ça. Parce que c'est un peu opaque. Il y a besoin de confiance, donc forcément, il y a plein de couches de personnes, c'est des gros réseaux, et tout ça, ça coûte cher. Donc, il y a des frais d'agence, des frais de notaire, etc. Plus les contraintes légales. C'est ça. Et le Web3, en fait, permet de vraiment simplifier tout ça, que ce soit en back-office ou pour les utilisateurs. En fait, la tokenisation immobilière, ça va être de diviser un bien en un nombre X de parties. Et donc, en fait, au lieu de posséder un titre de propriété unique, il va y avoir 10 000 tokens, 10 000 jetons, et les gens vont pouvoir en posséder un certain nombre. Il y a plusieurs cas d'usage à ça. Imaginons un entrepreneur qui veut accéder à l'immobilier, mais qui ne peut pas emprunter parce qu'il n'a pas de CDI. Il peut quand même acheter de l'immobilier. Il peut acheter 5% d'un appartement, 10%, 20%, ou autant qu'il a d'argent à mettre. Il le paye cash, et il est propriétaire légalement d'un certain pourcentage de l'appartement. Et tous les mois, s'il est en gérance, il va récupérer son loyer automatiquement grâce au smart contract, etc. Ok, ouais. À hauteur de ces pourcentages de titularité. Exactement. Donc ça, c'est très puissant. Côté propriétaire, imaginons là, vous avez une grosse dépense qui arrive, vous pouvez pas trop, plutôt que d'aller chez Sofinco, payer des frais de fou, tu peux vendre une partie de ton appartement et toujours y résider. Et après, tu t'arranges, soit est-ce que tu verses un bout de loyer, ou est-ce que c'est juste la propriété et pas l'usufruit. Donc ça, tu peux faire aussi. Comme ça, tu peux récupérer 10% de la valeur de ton appartement aujourd'hui. Et demain, quand tu le vendras, tu gagneras 90%, les 10% pour les gens qui ont acheté. Bien sûr. À savoir que ces tokens se revendent très facilement. Technologiquement, c'est ultra simple de vendre un token, ça se fait en 2-2. Après, là, en France, en tout cas, ça bloque un peu plus au niveau de la législation, parce que tu es obligé de passer par un notaire. C'est ça. Et là, mais là, il y a des projets qui sont en train de tweaker un peu le truc. En fait, les entreprises, les biens sont sur des sociétés, et du coup, tu as quand même des contraintes, mais c'est moins compliqué, tu n'es pas obligé de passer par le notaire, etc. Donc, il y a des pays où il y a moins de contraintes Aux États-Unis, me semble. Enfin, beaucoup d'autres pays, mais aux États-Unis, il y a une entreprise qui s'appelle Realty, et en fait, qui permet d'investir dans des biens. Ils vont chercher des biens à forte valeur locative, à fort rendement, et du coup, c'est souvent dans des villes un peu pas très chères, Denver, ce genre de ville. Et il y a du rendement, et comme ça, avec tes cryptos, tes euros, tu peux acheter 5% d'un bien, même avec 10 euros d'un bien, et toucher les loyers tous les mois automatiquement en US dollars sur la blockchain. Voilà, donc pour cette partie immobilière, donc qui, je trouve, très prometteuse. Effectivement. Et qui permettra effectivement, en tout cas, c'est une autre application possible. Et effectivement, sur l'aspect immobilier, c'est beaucoup moins enfin, c'est bien qu'on en parle, mais je pense que pour le coup, peut-être personne ne le savent, en tout cas. Mais c'est assez récent. C'est assez récent, mais écoute, il y a quand même pas mal de... Même là, tu vois, c'était en plus en front, plus pour les utilisateurs normaux, les acheteurs-vendeurs. Même au niveau agence immobilière, back-office, etc., il y a aussi beaucoup d'utilisation pour simplifier tout ça. Donc ça va arriver, c'est déjà en train d'arriver, mais ça va se développer petit à petit, bien sûr. Troisième cas d'usage, donc là, c'est plus au niveau des marques et du marketing, et comment elles s'interagissent avec leurs clients. Donc, comme ça, on va raccrocher sur les données et leur RGPD. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous allez... par exemple, petite anecdote, hier soir, je suis allé faire mes courses, je suis passé chez Picard. Et j'ai bipé ma carte de fidélité pour avoir un certain pourcentage. En fait, il se trouve que Picard, comme toutes les autres entreprises chez qui vous avez des comptes clients, elles reprennent toutes vos données. Mais pas simplement vos données d'achat, tiens, il a acheté telle chose. Non.
votre prénom, nom, adresse, numéro de téléphone, voilà, des données quand même à caractère privé, et elle les possède, et en fait, c'est obligé pour pouvoir vous contacter. Donc, c'est quand même un peu intrusif. Bon, on l'accepte, mais ça reste quand même intrusif et pas top d'un point de vue respect de la vie privée. Demain, avec le Web3, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu en fait que les données soient possédées par Picard, ou toutes les entreprises, Nike, ou toutes les entreprises chez qui vous avez des comptes clients, en fait, les données, elles sont décentralisées sur les utilisateurs eux-mêmes. Donc, au lieu, moi, d'avoir 1 milliard de comptes, bah, dans mon wallet, je vais avoir 1 milliard de petits... c'est un peu comme des cookies, mais internes, quoi. D'accord. Que je vais pouvoir choisir de partager ou non. Et en fait, à la différence que du coup, je ne suis pas obligé de laisser mon nom, mon adresse, etc. Je peux juste me contenter d'un historique d'achat. Et en fait, la marque va pouvoir me rétribuer pour ça. Donc, il y a toute cette... Bon, le programme de fidélité, c'est un peu quelque chose de similaire, mais là, on va avoir beaucoup plus de contrôle là-dessus, de pouvoir dire, OK, cette information, je veux bien. Ah là, par contre, mon adresse, j'ai pas forcément envie de le partager. Donc, au niveau du respect de la vie privée, c'est très puissant. Deuxièmement, aussi, on va avoir un canal de communication direct. Ouais. Les marques, elles vont pouvoir... donc là, ça sera notamment des NFT. Les marques, alors, la technologie n'existe pas encore, mais c'est à l'étude, de pouvoir nous contacter grâce à ces NFT, et nous, on peut activer, désactiver. Et donc, en fait, on va vraiment avoir un endroit où les marques vont pouvoir nous contacter, et ça va désengorger nos boîtes mail et nos téléphones. Autre point assez intéressant aussi au niveau de la révolution de la communication avec les marques, et je vais illustrer ça avec le cas d'usage de Breitling. Breitling et comme tous les horlogers, a le problème que les acheteurs ne sont pas les consommateurs. Il y a une montre sur deux qui est offerte. Et donc, en fait, Breitling et toutes les marques de montres perdent la moitié de leurs consommateurs dans le cycle de vie de la montre. Donc, ils ont ce problème-là. Pour le contrer, ils utilisent depuis 2021 avec Ariani une super belle start-up licorne française. Je pense que c'est une licorne, bon, à vérifier. Mais voilà, très, très belle start-up française. Ils introduisent en fait des NFT qui vendent avec la montre en tant que passeport digital. Et ce qui est très puissant, c'est que le passeport digital en fait va suivre la montre dans son cycle de vie. Donc, par exemple, imaginons, moi j'achète une Breitling pour mon fils. J'achète la Breitling, donc c'est lui qui va l'ouvrir, et du coup c'est lui qui va récupérer le passeport digital. S'il décide de revendre la montre, il va aussi vendre le passeport digital. C'est ça. Passeport digital qui est à la fois preuve d'achat, facture, qui est aussi... certificat d'authenticité d'une manière ou d'une autre, et puis preuve de titularité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce certificat peut permettre de faire des réparations, etc. Et donc Breitling, quand, imagine on a une réparation à faire, tu vas chez Breitling, tu montes ton NFT, et en fait, il n'y a pas besoin de dire je m'appelle monsieur Jean Dupont, j'habite rue Nana. Donc ce qui est très intéressant aussi, encore une fois, d'un point de vue interaction et de canal de communication. Et puis il y a une notion de sécurité aussi. Exactement. Donc voilà, je pense qu'on a balayé un petit peu maintenant quelques gros cas d'usage que moi j'aime bien. Il y en a beaucoup d'autres, on pourrait en parler pendant des heures. Mais voilà. Ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est vraiment en fait, la blockchain et le Web3, en fait, c'est une sous-couche technologique, un peu comme Internet. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on n'utilise pas Internet. Aujourd'hui, on utilise WhatsApp, on utilise Gmail, on utilise Facebook. Donc là, la sous-couche, elle fonctionne. Il y a encore des améliorations qui sont apportées, bien sûr, mais elle fonctionne. Et en fait, ce qui est en train de se développer en ce moment, c'est toutes les couches applicatives au-dessus qui vont faire que des gens qui se fichent totalement du Web3 de la blockchain vont pouvoir profiter des bénéfices. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, toi et moi, on ne sait pas ce que c'est un protocole HTTPS. On ne sait pas ce que c'est une adresse IPv4. Pourtant, c'est des trucs qu'on utilise tout le temps, c'est le socle d'Internet. Certes. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec la blockchain, et du coup, c'est en train de modifier énormément d'industries. Et voilà. Ça va venir tranquillement, mais on voit qu'il y a de plus en plus d'adoption et des cas d'usage très intéressants. Puis même, enfin, il y a des think tanks, il y a des même commence à avoir même des besoins sur même des très grandes marques. Là, je reste sur le dernier sujet qu'on vient d'aborder, qui est les interactions avec les marques et la relation avec le consommateur, entre la marque et le consommateur. Il y a des cas d'usage qui se dessinent, on va le voir là juste après, il y a quelques exemples, mais les technos fonctionnent et sont en place. Elles sont petit à petit en train de se généraliser. Et même sur les cas précédents que tu as abordés, que ce soit sur l'immobilier ou même côté finance décentralisée, bancaire, c'est en train petit à petit, de plus en plus, de gagner en utilisateurs et même en sachant, personnes moins qui sont au courant et sensibilisées de ces nouvelles technologies. Donc c'est sûr qu'il y a aujourd'hui un intérêt, donc aussi l'existence de ce webinaire-là,
Euh, le lien avec le RGPD, il est assez évident. Et Valentin, tu l'as énoncé. Je me limite au dernier exemple pour le coup. Euh, avec les marques et avec le Web3, que ce soit à travers le métaverse ou via même d'autres applications, je prends l'exemple du métaverse qui parle à peu près à tout le monde, mais cet environnement-là, et avec le Web3 de manière générale, on va être amené à collecter plus de données de manière générale. Tu l'as dit, je vais chez Picard, je vais effectivement donner mes informations, etc. Demain, je vais effectivement avoir une transaction dans le métaverse ou via, je ne sais pas, d'autres canaux. Peut-être demain, Picard mettra à disposition un moyen de paiement, je ne sais pas, via comment dire, Bitcoin ou en crypto, peu importe. Ça va arriver très vite. Ça va arriver, j'imagine. En tout cas, il va clairement y avoir dans les prochaines années de l'évolution là-dessus. Quoi qu'il arrive, on a des nouveaux types de données. Et quand on prend l'exemple du métaverse, c'est le cas. Que ce soit en termes de sensations, des données relatives au corps, que ce soit le rythme cardiaque, le regard, les expressions, tout ça, ça existe. Des exemples très concrets. Par exemple, en Chine, il y a quelques années, et c'est même en cours aujourd'hui, et il y a un article du laboratoire d'innovation de la CNIL là-dessus, je vous invite vraiment à le consulter. Ils mettent à disposition, ils demandent aux travailleurs sur des chantiers un peu sensibles ou en tout cas critiques d'être équipés d'objets connectés qui va prendre effectivement l'attention, qui va prendre aussi l'activité cérébrale, le niveau de stress, etc., pour savoir si effectivement les travailleurs qui sont amenés à travailler sur le chantier sont en bonne ou en mauvaise posture pour travailler et effectivement essayer de comprendre leur niveau de performance, etc. Alors, encore une fois, on est sur l'exemple de la Chine, on est sur un exemple où effectivement la notion de vie privée est différente de celle qu'on peut avoir en Europe, en Union européenne, mais pour vous dire que la technologie existe. Et donc, je ne dis pas forcément qu'elle sera généralisée et que partout maintenant dans le monde du travail et en France, en droit du travail, on aura tous ce genre d'objets, mais la techno est utilisée et elle est toujours mieux vue dès lors que c'est au service du consommateur. Demain, c'est très possible qu'on mette effectivement ces objets connectés. On y aura d'une manière ou d'une autre une plus-value, une rétribution quelque part. Si j'utilise ça, mon expérience dans le métaverse ou mon expérience avec la marque sera beaucoup plus améliorée. Donc, il y aura forcément, toujours pareil, une notion de contrepartie et on s'y retrouvera. Et le consommateur le fera volontairement, d'une manière ou d'une autre, puisqu'il voudra avoir ces avantages-là. Donc, les technos, elles utilisent. Il ne manque plus qu'à les généraliser, à les mettre en place. Mais demain, si on souhaite avoir un environnement, un parcours dématérialisé de commerce, d'achat via le métaverse, où je vais effectivement me rendre compte que quand je propose, je prononce le nom Coca-Cola, j'ai une réaction qui soit psychologique, cérébrale, ou même en termes je sais pas, de physique, en tout cas, chez tel ou tel consommateur, bah, je vais pouvoir l'exploiter. Ça paraît la science-fiction, mais de moins en moins, puisqu'on a ces genres de technologies-là. Et aujourd'hui, on peut même imaginer, on a même des marques qui se posent des questions là-dessus. Comment aujourd'hui je peux personnaliser encore plus la relation avec mon consommateur? Le métaverse, c'est un champ des possibles. Donc, il y a toutes les notions d'émotion et de données un peu physiques qui sont utilisées. Et d'un autre côté, on a aussi tout ce qui va être habitude de vie, ce qui est déjà utilisé en l'état. Aujourd'hui, on a beaucoup de données qui sont utilisées au quotidien lorsqu'on navigue sur Internet, avec les cookies, avec les traceurs, notre historique de navigation, toutes les données qu'on donne par formulaire. Ça, aujourd'hui, c'est en place. C'est relativement bien accepté. En tout cas, le RGPD y participe, notamment à travers cette notion de transparence d'information, mais c'est acté. Demain, ces notions-là, notamment de parcours, de trajet, elles pourront être utilisées de manière différente dans le métaverse. Encore une fois, un exemple très concret, Pokémon Go, maintenant tout le monde sait à peu près ce que c'est. Il y a eu une grande mode, et alors, même encore aujourd'hui, peu importe. Mais Pokémon Go, c'est quoi? C'est vous rattraper des Pokémon en se baladant dans des rues d'une ville ou sur un trajet. Et on se rend compte que la plupart des Pokéstops, en tout cas les endroits où on peut récupérer, on a des avantages à aller en termes de jeux vidéo, puisqu'on va récupérer du matériel, on va avoir des bonus, etc. Eh bien, ces endroits de rétribution pour le joueur sont placés, eh bien, je vous le dis en mille, à côté de centres commerciaux, à côté de marques, à côté de magasins. Quand on se pose 2 minutes, on se dit, bah oui, c'est logique. Mais au final, là-dessus, on est sur un comportement, une analyse d'un comportement et une prédiction de dire, bah, je sais que mes consommateurs vont aller à McDo. Et peut-être que les Pokéstops, ou ces endroits de rétribution, peu importe comment on les appelle, eh bien, je vais les mettre de manière personnalisée en fonction de mon utilisateur. Je sais que mon utilisateur, c'est un grand consommateur de Carrefour ou c'est un grand consommateur de Louis Vuitton, peu importe. Je vais les mettre en fonction de ses préférences, ces endroits-là, je vais les mettre en fonction de ses habitudes. Et pareil, aujourd'hui, dans le métaverse, on n'a pas cette notion
de coûts en termes de déplacement. On se déplace aussi facilement qu'on se déplace de site internet en site internet, par exemple. Eh bien, encore une fois, dans le métaverse, il peut y avoir cette notion de dire: «Je te rétribue si tu passes, si tu vas sur telle marque ou sur tel, emplacement d'achat ou sur telle publicité». Tout ça pour vous dire que ce soit des émotions d'un côté ou des habitudes de vie, des parcours et cetera, on a cette notion de marketing émotionnel d'un côté et de marketing géolocalisé de l'autre, et tout ça, ça participe à l'enrichissement, de la donnée client, que ce soit, comment dire? Pour attirer des personnes à un endroit ou pour dresser un profilage et en savoir toujours plus sur eux, pour leur proposer un service, un besoin adéquat. Donc vous voyez que ces technologies, elles utilisent, et demain, ce qui va être utilisé dans le web 3, bah, on est à ça de les utiliser. C'est juste qu'il faut aujourd'hui, j'imagine, bah, du développement, du budget et des entreprises qui s'engagent dans ce genre de chantier. Mais à part, pour moi, une contrainte de temps et de budget et de projection, rien n'empêche aujourd'hui, les entreprises de le faire. Parce que les technos, elles sont là. Donc, et on voit aussi quand on voit la tendance en termes de marketing, de logique commerciale, c'est sûr qu'on y va. On va aller vers ce niveau-là. C'est clair. Et là, tu vois, je crois que c'est pour le printemps 2023, il me semble, que Apple prévoit de sortir son premier casque de VR. Bon, ça fait longtemps qu'on a les casques de VR, les Google Glass, les Oculus, etc. Mais là, ça devient vraiment très sérieux. Apple, en fait, aussi a compris que le métaverse, personne n'en voulait. En fait, personne ne veut s'enfermer dans un monde digital. On passe déjà trop de temps sur nos téléphones, on n'a qu'à regarder le métro, ça fait un peu peur. C'est ça. Et en fait, eux, ils ont pris le parti de faire un casque, mais en fait, ils sont un casque qui s'inscrivent dans la réalité. Donc, en fait, au lieu d'être un casque de réalité virtuelle, c'est un réalité augmentée. C'est les deux, en fait, c'est ça. Et donc, en fait, on va avoir différents. Alors, là, pour le moment, c'est des rumeurs, hein, le truc n'est pas sorti. Mais en fait, on aurait différents niveaux de réalité. Et les premiers usages, parce que là, en fait, les gens pensent métaverse, pensent monde virtuel, jeux vidéo. La Deep Learning. Exactement. On ne sera pas là demain. Déjà, les premiers usages qu'il va y avoir, c'est juste d'avoir un casque. Et par exemple, au lieu d'avoir un ordinateur et un écran, on va avoir juste un clavier, son casque, c'est ça. Et on va avoir 2 écrans devant nous. Et en fait, comme c'est du virtuel, on peut, si on veut, au lieu d'avoir un petit écran et un écran là, on peut avoir 4 écrans. Enfin voilà. Donc il y a des choses comme ça qui arrivent et qui vont progressivement faire passer l'usage du métaverse dans les normes. Ouais. Un peu comme le smartphone est arrivé progressivement. Au début, on a eu les appels, ensuite on a eu la musique, après on a pu aller un peu sur Facebook, et puis maintenant on réserve nos trains, on fait tout depuis l'ordinateur. J'ai plein d'amis qui n'ont même pas d'ordinateur perso, en fait. Tu peux tout faire. Donc voilà, ça va venir progressivement, et même si aujourd'hui c'est pas sexy parce que Zuckerberg a un peu fait du marketing, a pas fait du bon marketing. C'est pas un bon marketing, non. Et sa vision un peu dystopique du métaverse, je pense qu'il y a quand même énormément de cas d'usage super intéressants qui arrivent. C'est ça. Qui seront utilisés s'ils sont pertinents et qui ne le seront pas s'ils ne sont pas. Moi, je pense que ça le sera. C'est certain. Enfin, il y a des marques qui vont clairement se positionner là-dessus. Et comme tout lieu où nous sommes, voilà, on va dans la rue, il y a la publicité. Dans le métaverse, il y aura aussi des logiques commerciales. Après, voilà, à voir comment ça se développe d'un point de vue respect des données, parce qu'il faut pas être trop intrusif. Tout le sujet, justement, là, aujourd'hui, qu'on veuille s'embarquer dans un projet métaverse ou non, à partir du moment où il y a un traitement de données, la réglementation RGPD s'applique. Ça, il n'y a pas de sujet. Et on se rend compte au final que ce soit, on peut très bien avoir un projet le plus innovateur possible, c'est les mêmes principes qui vont s'appliquer de la même manière. Alors aujourd'hui, le but, c'est qu'on vous présente rapidement quelques petites fonctionnalités de l'audit, de la plateforme RGPD Wittic pour le coup. Et l'intérêt, pour vous montrer que non seulement ça s'inscrit très bien, peu importe le projet, mais le plus innovateur qu'il soit, mais ça s'applique de la même manière qu'il soit, et avec certaines, petites spécificités propres à la plateforme qui peut-être vous permettront aussi de l'intégrer dans un milieu un peu plus innovateur. Je pense aux formulaires d'exercice de droit, je pense à des audits intelligents. On va passer tout de suite dans le vif du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le sondage. On y répondra tout de suite après la démonstration. Je partage mon écran. Tac. Je me mets en plein écran, ce sera mieux. Est-ce qu'on voit mon écran du coup? Yes, super, merci. Eh bien, bienvenue dans la plateforme Wittic. Très rapidement, je passe l'ensemble des modules. Wittic, c'est une plateforme de conformité qui vous permettra effectivement de documenter l'ensemble de vos projets RGPD. Et dans le cadre d'un Web3 ou même d'un métaverse ou simplement d'un projet, j'ai envie de dire qu'on voudrait lancer, que ce soit sur de la NFT, de la crypto, peu importe,
si on est un petit peu rigoureux dans sa démarche RGPD, on a ce qu'on appelle, certains le reconnaîtront, la démarche de Privacy by Design. Son nom reflète bien ce qu'elle représente. Le but, c'est d'intégrer des concepts de vie privée directement dans la phase de conception du projet pour qu'on règle, j'ai envie de dire, tous les sujets en amont et pas en aval à l'arrache. Et donc, ce principe de Privacy by Design, on l'a intégré dans la plateforme. Aujourd'hui, dans la plateforme, vous avez la possibilité d'auditer des objets dans la plateforme, que ce soit par exemple des traitements de données, que ce soit des logiciels, des applications, que ce soit des entités ou même des relations avec des sous-traitants ou des prestataires. Et dès lors, on a un projet, par exemple un projet de traitement de données lié au métaverse ou au Web3, et je souhaite effectivement, voilà, il n'est pas encore en place, mais j'aimerais checker d'un point de vue RGPD si on coche tous les points. Eh bien aujourd'hui, j'ai un audit sur la plateforme qui s'appelle Privacy by Design, sur la plateforme RGPD. Et par exemple, je rentre sur cet audit et je vois effectivement à l'écran les différentes actions qui ont été créées par rapport aux réponses qui ont été données. C'est-à-dire que j'ai répondu à un questionnaire et par rapport aux réponses que j'ai données, eh bien des actions de conformité avec un responsable, avec une description, avec une échéance, ont été créées. Et donc, je vais les retrouver, toutes ces actions-là, dans mon plan d'action. Et moi, en tant que référent RGPD, je saurai ce que je dois réaliser pour que mon projet soit conforme. Ici, je consulte effectivement, alors l'audit est exportable si je le veux en format PDF ou en format Excel. Et si je veux, je peux consulter le questionnaire. Et je vois effectivement, alors j'avais répondu du coup le 25 avril 2022 à différentes questions. Donc là, je vois Benjamin Barata, le répondant, a répondu à différentes questions. Le projet, par exemple, fait-il intervenir des prestataires dans les différentes phases? Eh bien, oui, un éditeur de logiciel SaaS, très bien. Et dès lors que j'ai répondu à cette question, eh bien, j'ai une action qui a été créée. Eh bien, je dois effectivement analyser les contrats des sous-traitants, puisque ça fait intervenir un prestataire, un intermédiaire. Eh bien, d'un point de vue RGPD, je dois vérifier si effectivement on a bel et bien les bonnes clauses. J'ai différentes questions qui permettent de documenter quelles sont les catégories de personnes, etc. Je vois une autre question, quelles sont, alors c'est là, pardon, quelles sont les catégories de personnes. Et effectivement, je vois que j'ai des données personnelles, mais j'ai aussi des données qui sont peut-être sensibles, puisque je vais collecter les numéros de sécurité sociale et les données bancaires. Très bien. Et bien dans ce cas-là, il faut que je vérifie si j'ai bel et bien le droit de collecter ces données, ce qu'on appelle la licéité. Certains reconnaîtront ce mot. Mais bref, tout ça pour vous dire que via ce questionnaire, je peux effectivement auditer d'un point de vue de privacy by design en amont mon projet, qu'il s'agisse d'un projet Web3, d'un partenariat avec une marque dans le cadre de ce projet-là, comment on va informer les personnes dans le canal d'achat, comment on va mettre en place la sécurité liée au traitement vis-à-vis de toutes les données qui vont circuler, les données des consommateurs. Tout ce questionnaire permettra de bien analyser votre relation avec les différentes parties prenantes. Et vous l'avez vu, j'ai la possibilité du coup d'auditer des projets, effectivement, mais je peux aussi auditer des prestataires. Quand on est en partenariat avec un prestataire, un partenaire, je travaille avec un hébergeur de données, je travaille avec un éditeur de logiciels, je travaille avec un grand distributeur, peu importe. Moi, je dois m'assurer que ce partenaire, que ce prestataire respecte les obligations RGPD. Et du coup, j'ai la possibilité directement, depuis l'outil, de pouvoir documenter cela. Lorsque je vais dans mon référentiel de conformité des tiers, je vois l'ensemble des parties prenantes de mon projet. Dans mon projet, par exemple, Web3, j'ai effectivement le prestataire Wind, qui s'appelle Wind, très bien. Et lorsque je rentre dedans, je vois effectivement, alors là, pour les besoins de la démo, il est plus lié à une fonction RH qu'un projet Web3, mais peu importe. Je vois effectivement le traitement de données auquel il est lié, et je vois même le logiciel auquel il est lié. Donc, c'est vraiment des référentiels. J'ai mon référentiel des tiers qui est connecté à mon référentiel des traitements, qui est lui-même connecté à mon référentiel des logiciels. C'est une sorte de Triforce, entre guillemets, qui permettra effectivement de pouvoir alimenter en continu votre documentation. Et donc, je vois effectivement que ce prestataire, Wind, aujourd'hui, eh bien, je suis en train de l'auditer. J'ai un audit de plateforme SaaS et je vois qu'effectivement, ce cher monsieur King m'a répondu le 28 juin 2022 et effectivement m'a spécifié que aujourd'hui, il avait un mécanisme d'authentification sur la solution. Très bien, donc ça, pour moi, c'est un point important puisque je veux qu'effectivement tous les utilisateurs qui seront amenés à collecter et à traiter les données de mes consommateurs et de mes clients Web3 eh bien, se sécurisent, enfin, aient une connexion sécurisée. Et dès lors, comme il a répondu oui, eh bien moi, je vais évaluer effectivement si j'estime que cette réponse est satisfaisante ou pas. Pour moi, elle l'est, j'ai répondu et j'ai enregistré l'évaluation, j'ai dit que c'était acceptable. Même logique, est-ce que l'authentification est compatible SSO? Eh bien pareil, le projet, ce n'est pas un projet pour le moment. Eh bien moi, dans ce cas-là, j'ai décidé d'évaluer et de dire que c'était une réponse améliorable. Et donc cet audit, je le fais en continu et dès lors que le prestataire met à jour, puisque le prestataire de son côté aura un accès à la plateforme pour répondre aux questions via un module de collaboration que vous retrouvez ici, avec lequel je peux effectivement discuter directement avec les différentes parties prenantes. Et donc, on peut y avoir une notion de discussion entre le prestataire qui est audité et le donneur d'ordre.
Et donc, je mets à jour petit à petit, moi, donneur d'ordre, mon questionnaire, et moi, côté responsable de traitement, l'audit, et j'y réponds au fur et à mesure. Vous avez des audits donc où je réponds, où j'audite manuellement, et puis j'ai des audits, pardon, qui sont automatiques dans le sens où c'est le prestataire de son côté qui a répondu à toutes les questions. Et à partir du moment où il a répondu à toutes les questions, eh bien, automatiquement, il y a des actions qui sont créées côté prestataire. Et moi, côté donneur d'ordre, eh bien, je vois l'ensemble des réponses. Et donc, je peux voir effectivement les dernières questions qui ont été répondues, enfin, les questions qui ont été répondues, pardon. Je vois que sur l'aspect contractuel, il est à 50%. Je vois que sur l'aspect sécurité, on est à 58%. Sur l'aspect documentation et comptabilité, on est à 83%. Et puis, sur l'aspect transfert de données, on est à 100%. Donc, on est conforme, c'est super. Et en fonction des réponses qui ont été données, par défaut, on a une classification et une note qui a été attribuée. Donc, encore une fois, ça permet d'auditer facilement et rapidement les prestataires qui sont amenés à travailler avec vous dans le cadre d'un projet Web3. Et enfin, petite innovation, effectivement, on pense Web3 et on pense consommateur, on pense relation avec la marque et on pense surtout droit des personnes. Logiquement, dès lors qu'une personne a ses données traitées par une société, elle a des droits. C'est les fameuses demandes d'exercice de droit qu'on reçoit. Bonjour, veuillez, pourquoi vous m'envoyez des mails? Veuillez me supprimer de vos bases. J'imagine, toi, tu as déjà dû en voir lorsque tu fais un petit peu de prospection. Nous aussi, évidemment. Et même parfois, ça va encore plus loin. On a des demandes de droit d'accès. On demande effectivement quelles sont les données que vous avez à mon sujet. C'est le cas souvent lorsqu'on a un collaborateur vis-à-vis de la société, mais c'est le cas aussi lorsqu'on est client par rapport à une marque. Voilà, Carrefour m'envoie de la publicité. J'aimerais savoir d'où viennent ces données. Je lui demande d'où viennent les données. Et donc, toutes ces demandes d'exercice de droit, ça peut être compliqué parfois à gérer parce qu'on en reçoit beaucoup. Quand on en reçoit une ou deux par mois, j'ai envie de dire tout va bien. Mais quand on en reçoit plus d'une centaine sur un mois et qu'on a juste une adresse mail qui vient centraliser ces demandes, ça peut être compliqué pour travailler dessus, pour respecter les délais, et puis même, surtout, pour simplement avoir un reporting clair. Sur une adresse mail, c'est dur d'essayer de classifier, de dire, bah, voilà, cette demande, c'est une demande de droit d'accès, mais celle-là, on l'a prolongée, mais celle-là, on n'a pas pu la traiter à temps. Le but, c'est d'avoir des indicateurs. Non seulement sur Witik, vous avez des indicateurs directement au niveau du tableau de bord, mais aussi vous avez la possibilité ici de centraliser toutes vos demandes et de pouvoir filtrer par rapport à certaines informations. Je peux filtrer par type de demandeur, par type de demande, si je veux que ce soit seulement mes suppressions de données ou seulement celles qui concernent des prospects, etc. etc. Et j'ai la possibilité, évidemment, donc d'enregistrer manuellement une demande. Donc, je reçois la demande par mail, je la saisis dans Witik. Et là-dessus, gain de temps, c'est pas très fou parce qu'on a une double saisie, c'est-à-dire que je reçois le mail et je dois la ressaisir dans Witik. Donc, c'est pas très efficace. Par contre, vous avez la possibilité de pouvoir créer un formulaire d'exercice de droit qu'on peut très bien imaginer dans un parcours d'achat, qu'il soit dématérialisé dans un métaverse ou même simplement sur n'importe quel site internet. Et ce formulaire d'exercice de droit, alors je vous passe tout l'aspect de paramétrage, mais qui est très simple pour le coup et qui permet vraiment de tout personnaliser. Je vais générer un lien URL que je vais mettre dans un parcours d'achat, dans une politique de confidentialité, dans des mentions légales, peu importe. Et ce formulaire va permettre à la personne qui souhaite exercer son droit de renseigner son nom, son prénom, son mail. Alors, je vous dis, hein, tout est paramétrable dans le formulaire. Hein, vous pouvez mettre toutes les informations et tous les champs que vous souhaitez. Je précise la demande que je vais exercer. Je spécifie d'autres informations. Je rédige ma demande. Je soumets ma demande. Et moi, côté donneur d'ordre, enfin côté responsable, côté entreprise, je reçois la demande directement dans l'outil. Et ça me permettra effectivement d'avoir un reporting, pour le coup, déjà, parce que je sais combien de demandes est arrivé dans la plateforme. Et surtout, à partir du moment où je reçois, moi, la demande dans l'outil, eh bien, automatiquement, j'ai des responsables qui ont été notifiés dans l'outil, de dire, je sais que c'est Nicolas, Benjamin et Laetitia qui sont responsables de ce genre de demande-là, parce que c'est une demande qui est passée par ce formulaire-là. Et dès lors, on a un workflow qui est passé avec des actions qui ont été attribuées. Alors là, dans mon exemple, toutes les actions ont été validées par des différents responsables. Et dès lors, lorsque toutes les actions qui ont été générées automatiquement par la plateforme sont validées, eh bien, on peut considérer que la demande est complétée et que la demande de la personne est traitée. Donc, encore une fois, le but, c'est de gagner du temps, éviter toute double saisie et pouvoir permettre à la personne, encore une fois, de pouvoir exercer rapidement son droit et côté responsable de traitement, de pouvoir facilement traiter ces demandes, parce qu'il n'y a rien de pire lorsqu'on reçoit une demande, de savoir qui fait quoi. Il faut que je contacte le système d'information, enfin le DSI, il faut que je contacte le service marketing, qui a quelles données, etc. Si on a paramétré ça en amont, tout se fait automatiquement. Et encore mieux, j'ai la possibilité à chaque fois de pouvoir chatter, enfin de discuter directement avec la personne concernée, notamment en lui informant de l'évolution du traitement de sa demande. Et lorsque j'ai paramétré correctement ce formulaire-là, par
exemple le DPO ou le référent RGPD. On peut même mettre à disposition de la personne qui va correspondre avec la personne à l'origine de la demande, par exemple le responsable marketing, je ne sais pas, ou le responsable relations clients qui va discuter avec la personne, eh bien, elle peut utiliser des modèles qui ont été pré-rédigés et qui sont directement disponibles dans la plateforme et qui permet, encore une fois, logique de gain de temps. Je ne sais pas quoi écrire, on doit lui demander ça, qu'on va clôturer la demande ou qu'on va prolonger la demande. J'ai des modèles qui sont dédiés et je peux effectivement personnaliser, mais partir sur un modèle de rédaction. Voilà, sur les 3 modules qui sont, pour le coup, s'articulent bien dans cet esprit d'innovation, d'audit et j'ai envie de dire de Web3, c'est-à-dire j'ai un projet innovateur, j'ai besoin de checker mes points de conformité. Je le fais à travers l'outil rapidement et puis après, quand c'est en run, quand j'ai des demandes d'exercice de droit, je connecte mon formulaire dans le parcours d'achat ou dans le parcours du client et les personnes envoient leurs demandes et elles sont reçues directement dans Wisic, prêtes à être traitées par le DPO et l'ensemble des équipes en charge de la conformité. Voilà pour la partie démo. Tac. Et ce sera tout sur l'aspect présentation. Merci beaucoup, Valentin, à toi. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vois qu'il y en a déjà, donc ça va être le temps des questions, mais c'est le moment, n'hésitez surtout pas. Alors, parlerait-on de Web 4.0, Valentin? De quoi actuellement ou demain? Alors, à la question, est-ce qu'il existe aujourd'hui? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est confondu avec le Web 3? Est-ce que c'est... En vrai, ça c'est des questions un peu compliquées parce que là, on est vraiment sur de la terminologie et de la sémantique. C'est vrai. Ouais. Même le Web 3, en fait, est un terme qui est pas très, qui est un peu fourre-tout, qui rassemble les révolutions liées à une même technologie, les révolutions de la blockchain, mais au final, il y a quand même beaucoup plus de choses que ça. Ouais. En fait, il y a des personnes qui parlent de Web 2.5 parce qu'ils disent que ça sera juste une amélioration d'Internet, d'autres qui disent que ça va tout changer. Ça va tout changer. Est-ce qu'il y aura un Web 4? Je sais pas. J'ai l'impression quand même que dans les innovations, là, on parle de marketing 3.0. J'ai l'impression que après le 4e est un peu boudé et on revient à une nouvelle terminologie. Donc, moi, je pense que non. Après, à voir. Je sais pas. Auriez-vous des lectures à conseiller sur le sujet, des études, des rapports ou autres que vous avez lus récemment et que vous avez trouvé particulièrement pertinentes pour creuser le sujet de notre côté? Alors j'imagine donc sur l'exploration, alors question de Elliot, sur le sujet du Web 3, donc j'imagine pour le coup. Très bien. Alors, il y a pas mal de choses que je conseille en fonction de votre niveau. Moi déjà, si vous êtes vraiment totalement débutant, je pense une bonne vidéo Hasher débutant, c'est pas mal. Si vous connaissez quand même un petit peu, là, vous avez entendu, vous avez déjà lu quelques articles. D'un point de vue crypto, moi, ce que j'aime bien, c'est Grand Angle Crypto. D'ailleurs, c'est des clients, on bosse avec eux super souvent. Et ils sont top d'un point de vue vulgarisation. Ils invitent des super invités. Ils invitent le CEO de Ledger. Ils invitent toutes les pointures, en fait. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment une bonne compréhension de l'écosystème avec des sujets précis à chaque fois qui sont bien traités. Après, plus d'un point de vue plus terre à terre, Web3 en général, sur la partie NFT, il y a le podcast NFT Business. Ok. NFT Business, là, pareil, ils invitent ces interviews aussi en mode podcast. Et en fait, ça va être vraiment focus cas d'usage. Alors que autant la partie Grand Angle Crypto, ça va peut-être être assez focus crypto. Là, c'est assez général. Moi, des épisodes qui m'ont marqué, celui avec Realty, donc qui est vraiment sur la tokenisation immobilière. Et voilà, de toute façon, en fait, les titres sont assez explicites. Donc, c'est possible de naviguer en fonction des intérêts. Il y a des choses sur la data, il y a des choses sur tout ce qui est environnemental. Il y a vraiment tous les sujets. Donc, NFT Business, c'est bien. Après, c'est pour vraiment creuser encore plus. Là, du coup, là, c'est la partie un peu plus accessible dont je viens de parler. Pour creuser, il y a des rapports, des gros rapports qui sont pas forcément faciles à lire parce que c'est assez. Voilà, c'est ça. Si vous sentez de le faire, il y a le rapport Messari 2023, donc Messari MESSARI, il me semble. Ils sortent un rapport tous les ans sur font un peu un récap de l'année écoulée, ils parlent des tendances. Ça, c'est pas mal. Et après, il y a des rapports thématiques. Il y a un site bien qui les recense, ça s'appelle 2140.fr. 2140 comme l'année où sera miné le dernier Bitcoin. 2140.fr, il y a une section avec des rapports, et en fait, il y a les meilleurs rapports par catégorie, le meilleur rapport sur la réglementation, le meilleur rapport sur le métaverse. Voilà. Donc ça, pour creuser, c'est pas mal. Mais sinon, voilà, après, je pense que pour la majorité des gens, NFT Business Podcast et Grand Angle Crypto sur YouTube, ça sera
excellente source d'information. Et puis tes contenus que toi tu relayes. Et oui, si ça vous intéresse, bien sûr, moi je fais pas mal de contenu sur LinkedIn aussi. Donc Valentin Vouriot, V-O-U-R-I-O-T. Et voilà, je donne un peu mon avis sur l'actualité, j'essaye de présenter un peu des éléments un peu qu'on voit pas trop de l'écosystème. Et aussi un peu de vulgarisation. Donc, voilà, je fais des interviews aussi, voilà, avec moins de. J'en fais moins que voilà, ce que je vous ai donné, parce que moi, je fais ça à côté, mais il y a aussi pas mal de contenu qui peut vous intéresser. Sur le volet RGPD, je conseille vraiment les lectures. Elles se lisent très bien, elles sont pas très longues. Les différents articles du laboratoire d'innovation de la CNIL, donc c'est le link linc.fr, je crois. Et si vous tapez Metaverse Web3, enfin, vous retrouverez facilement ces articles-là. Je crois qu'il y a même un tag sur le site. Et elles sont très intéressantes. C'est là où j'ai tiré les différents exemples que je vous ai pu vous donner. Et ça permet d'avoir une analyse un petit peu juridique, mais sans trop de jargon pour le coup. Et très prospectif pour le coup. Et de se rendre compte effectivement, les traitements de données qu'on se dit oui, mais ça c'est le futur, ça arrivera dans 40 ans. Honnêtement, on y est déjà en fait. Là aujourd'hui, en 2023, on y est déjà. Il suffit juste maintenant d'atteindre le public, d'avoir quelque chose de packagé, prêt à l'emploi. Mais sinon, les technos, elles sont en place. Donc, vous avez vraiment à consulter ces lectures. Comment imaginer le Web 4 en matière de traitement de données personnelles? Bah justement, alors, comme il y a un effet un petit peu de sémantique, etc., le Web 4, on pourrait imaginer, alors si c'est au-delà des émotions et comment dire, et des habitudes de parcours, le Web 4, Déjà, c'est assez compliqué de répondre à qu'est-ce que le Web 3, ouais, alors le Web alors 4. le Web 4, Si la personne pouvait préciser un petit peu plus ce qu'elle entend par là, si c'est plus du métaverse ou quoi, peut-être que je pense qu'on pourrait répondre, mais là, c'est. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'effectivement, le traitement de données personnelles, de manière générale, la tendance dans laquelle on s'engage de plus en plus, c'est toujours avoir toujours plus de données. Le RGPD est là pour ajouter de l'éthique, mais le RGPD n'est pas là pour empêcher les traitements de données. Donc, tant qu'on aura cette volonté business, pour le coup, qui est quand même, faut le dire, forcément, qui existe aujourd'hui, qu'on ne peut pas réduire et qui est en place, on aura cette volonté de toujours collecter toujours plus, normalement, aujourd'hui, avec le RGPD, des réglementations comme ça, dans le respect des droits et des libertés, et surtout, normalement, lorsque c'est nécessaire, avec le consentement, avec de l'information, et avec une forme de transparence. À partir du moment où les gens sont OK avec ça, évidemment, on ne peut pas y voir de problème. Alors, il y a tout un problème éthique derrière, de dire, on crée après énormément de big data, et tout se pose après le questionnement autour de la surveillance, etc., qui est un autre sujet, on pourra faire un webinaire à part entière. Mais en tout cas, aujourd'hui, le RGPD est là pour mettre de l'éthique. Donc, on peut espérer, normalement, et lorsqu'on le voit, même je le vois moi en tant que consultant, ex-consultant, les entreprises prennent le sujet sérieusement. Donc, on est sur la bonne voie, à voir ce que ça donne, effectivement, dans les prochaines années avec ces projets Web 3 qui vont arriver. Web 4. Ça. Et comme on est au début aussi des applications, c'est assez difficile d'imaginer voilà, quelles seront les applications de demain. On a des directions, mais sans avoir vraiment les utilités, c'est assez difficile de se projeter. J'entends beaucoup parler des données émotionnelles qui pourraient être prélevées dans les différentes métaverses. Pouvez-vous nous en dire plus? Quelle est la réponse de la CNIL sur le sujet? Justement, Mathieu, je vous renvoie effectivement à cet article de la CNIL. Enfin, c'est le link linc.fr, c'est le laboratoire de la CNIL. Et effectivement, toutes les données émotionnelles, aujourd'hui, ça reste des données personnelles. Et clairement, c'est des données sensibles. Puisque là, on a en termes, c'est un mélange, c'est la frontière entre une donnée de santé, mais qui pas forcément, mais on peut imaginer qu'un haut, si on combine, ça peut être des données de santé, des données émotionnelles, de dire, je sais que la personne a l'air d'être énervée et a un taux de rythme cardiaque élevé, à répétition à chaque fois, on peut estimer qu'il y a peut-être une pathologie derrière, etc. Et après, dans les traitements les plus fous, on peut même proposer après j'en sais rien, si on est sur un business médical, proposer des prestations ou des médicaments. Bref, on peut tout imaginer. Mais dès lors, ces données émotionnelles, c'est des données sensibles, et dès lors que ce sont des données sensibles, vous avez toute l'application du RGPD classique derrière, avec potentiellement analyse d'impact, renforcer la sécurité autour de ces données, consentement renforcé autour de ces données. Donc là-dessus, c'est les mêmes principes du RGPD. Après, c'est pas, encore une fois, c'est pas interdit de collecter ces données. Le RGPD n'est pas là pour interdire, le RGPD est là pour encadrer, pour le coup. Et donc, il y a des solutions à chaque fois pour traiter ces données-là, mais elles doivent être faites, encore une fois, dans une information claire, et la plupart du temps, c'est pas obligatoire, mais la plupart du temps, avec le consentement de la personne. Voilà, question de Clément. Est-ce que les projets qui touchent au NFT, comme Sorar, devraient-ils se soucier de l'application du RGPD,
du fait qu'ils génèrent de l'activité on-chain via l'interaction avec leurs clients à travers des transactions visibles on-chain, qui sont liées à des adresses publiques appartenant à leurs clients, considérées comme pseudonymes. Alors le projet Sorare. Je dirais oui. Alors, tu vois ce que c'est Sorare ou pas? Il faudrait que tu me rappelles. Alors, donc Sorare, c'est une très belle, encore une très belle boîte française. Ok. Très belle licorne qui, en fait, c'est un fantasy game. Donc, c'est un jeu de. C'est un peu des cartes Panini. Ah oui, cartes oui. Panini du foot. Ouais, oui, pardon. Oui, je pense qu'il s'occupe du RGPD. Ah bah oui. Alors, oui, pardon. Oui, bah, heureusement. Déjà, de base, oui, forcément. Pour rappel, hein, le RGPD, on a une application très transverse qui concerne tout le monde. Dès lors qu'on a la donnée personnelle, une donnée personnelle, ça va être un nom ou un prénom ou une adresse mail, qu'elle soit publique ou non, qu'elle soit professionnelle ou non, peu importe, c'est des données personnelles. Et dès lors qu'on a des données personnelles, le RGPD s'applique. Donc il y a un sujet, ça c'est certain. Après, il y a cette notion effectivement de pseudonymisation qui va être de réduire l'identification des personnes plutôt que de dire c'est Benjamin Barata, CSM chez Wittig, ça va être Monsieur X, CSM chez Wittig, par exemple. Ou remplacer d'autres valeurs, d'autres noms par des valeurs aléatoires, etc. Mais quand on parle de données pseudonymisées, ce ne sont pas des données anonymisées. C'est-à-dire qu'on a la pseudonymisation suppose la réidentification potentielle. Peut-être pas sur le champ, mais en regroupant avec d'autres données. Par contre, l'anonymisation, on est dans un environnement où là, la donnée, elle est anonymisée, mais de manière irrémédiable. Donc, une donnée pseudonymisée, ça reste une donnée personnelle. Et dès lors, le RGPD s'applique avec les mêmes principes. Une donnée anonymisée, puisqu'on ne peut pas réidentifier la personne, ce n'est plus une donnée personnelle, et dès lors, on peut effectivement considérer que le RGPD ne s'applique pas, c'est sûr. Mais attention à la frontière entre les deux. Ces deux sujets qui sont souvent, qui se confrontent, et parfois les sociétés mélangent les deux notions, pour le coup. Mais une donnée pseudonymisée, ça reste une donnée personnelle. Et effectivement, avec des techniques d'agrégation, de diffusion, il y a toutes les lignes directrices du G29 sur l'anonymisation que je pourrais vous y renvoyer. Mais c'est deux notions très complexes pour le coup. Alors, sur l'activité on-chain uniquement, effectivement, alors, il me semble que pour le coup, sur les blockchains, les données sont pseudonymisées, pour le coup, mais elles ne sont pas anonymisées. C'est-à-dire qu'effectivement, il est possible, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir réidentifier la personne. Donc, dès lors que c'est possible de réidentifier la personne, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, c'est possible. Dès lors, le RGPD s'applique. Ouais, et on considère que c'est des données personnelles. Je pense qu'en fait, c'est une trop grosse boîte pour qu'ils fassent pas attention à ça. En fait. Oui. Je connais pas leur politique des données, mais c'est quasiment certain qu'ils doivent être carrés là-dessus, ils doivent travailler avec des avocats. Je pense que c'est carré. Mais il y a un sujet RGPD, c'est Bien certain. sûr. La blockchain ne dispense pas d'application du RGPD puisqu'on est sur des données qui sont pseudonymisées et pas anonymisées. Mais encore une fois, vous pouvez aller sur le site de la CNIL, vous tapez anonymisation, je pense, et vous avez un article très bien fait qui explique la différence entre les deux. Vous pouvez le faire. Puis sinon, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on est là. Très bien. Est-ce qu'on est OK? Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne pense pas. Si vous en avez d'autres, surtout, n'hésitez pas. On peut y répondre après, a posteriori. Pour nous, ça a été un plaisir, en tout cas, de pouvoir animer ce webinaire. Puis merci à toi, Valentin. Merci J'ai appris beaucoup de choses sur le Web3. Donc, sur le RGPD. Tant mieux. Comment dire, ça marche dans les deux sens. C'est le but de ces webinaires aussi. On essaye, en tout cas, d'avoir une interaction où on a deux métiers, deux expertises qui se rencontrent sur un sujet commun, pour le coup. Et donc, c'est toujours un plaisir d'animer ça. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, et surtout, merci pour votre attention, merci pour votre écoute. Et puis à plus tard pour un prochain webinaire. Merci. Merci à tous.